Moi, je suis un enfant de 24 heures, qui était un peu l'émission phare et novatrice du début des années 90 sur Canal+, dont le principe était diaboliquement simple, c'était de suivre unité de temps, unité de lieu, unité d'action, de suivre 5-6 personnes qui étaient reliées par un même événement sur une même journée, et on leur mettait derrière chacune de ces personnes une caméra et qui les suivait pendant réellement 24 heures. J'aimais cette dimension sociétale, l'approche tout en séquence, avec assez peu de commentaires, où on laissait vivre les choses. Je trouvais que c'était la première fois que je voyais du reportage me relater la vie telle qu'elle était. 24 heures était un peu fondateur dans la façon de filmer les gens, de rentrer dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur réalité. Est-ce que c'était l'ancêtre de la télé-réalité? Je ne sais pas. La grande différence, on va dire, avec la télé-réalité, c'est qu'il n'y a aucune mise en scène, aucun dispositif préalable. On rentre vraiment dans leur vie telle qu'elle était. Et s'il y a une chose qu'on leur disait aux gens qu'on filmait, c'est surtout vous faites comme si on n'était pas là. On est arrivé un peu tard le soir et le directeur du camping nous a dit « Ah, vous tombez bien, c'est l'élection du campeur le plus sympathique ». Et là, on a vu un type monter sur la scène, slip de bain, donc la dent de requin, tout ça. Tout le camping applaudissant, hurlant « Ouais, vas-y chouchou, machin ». Voilà. Et bon, donc il a été élu le campeur le plus sympathique. Et le directeur me dit « Il faut absolument que vous le rencontriez, il est énorme ». Le maillot de bain slip, pour ne pas dire plus, la dent de requin, le torse bronzé, sa jolie femme à côté, les apéros, l'emplacement toujours le même depuis 13 ans, les filles qui draguent le soir, enfin, tout y est, mais vraiment tout y est, quoi. Ça faisait longtemps qu'on se disait, mais il faudrait qu'on les retrouve, ces gens-là, voir ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et c'est ainsi qu'a germé cette idée de faire 24 heures de plus. Et 15 ou 20 ans après, selon les cas, on a retrouvé une partie de ces gens-là qu'on avait filmés il y a 15 ou 20 ans, pour voir ce qu'elles étaient devenues. Laurent Garnier défrichait un nouveau genre musical, la techno. 20 ans après, le pionnier des DJ français est une star du monde de la nuit. 20 ans après, Geneviève de Fontenay orchestre toujours des élections de Miss. La dame au chapeau ne connaît pas l'anonymat. L'équipe qui allait tourner les gens qu'on avait retrouvés, qu'on avait filmés 15 ou 20 ans après, partait avec un iPad dans lequel on avait mis le 24 heures de l'époque et qu'on leur montrait. Et la plupart, évidemment, n'avaient pas revu, ne s'étaient pas revus depuis 15 ou 20 ans. Fais-moi la caravane de mamie et Joël. Ça, c'est notre caravane d'avant. Oh là, les chaussures que j'avais à l'époque. C'est des bonnes images. Franchement, c'est des bonnes images. On oublie, on voit tellement de combats qu'on oublie tout ça. Et quand je les revois comme ça me touche. Hein, ça me... Oh là, c'est pas possible. Oh, la tête. Ah, je te jure que Je vais pas changer. Quand on les a retrouvés 15 ou 20 ans après, ils étaient, pour la plupart, totalement prêts à renouveler l'expérience et à nous raconter ce qu'ils étaient devenus. Enfin, il y a, voilà, presque on feuillette un vieil album de famille. Ça fait encore des émotions, hein, 20 ans après. T'es en train de pleurer, maman. Maman, t'es en train de pleurer. Oui, non, j'ai des larmes, c'est tout. Les gens qui sont devenus très connus aujourd'hui, comme Joe Star, comme Elie Semoun, comme Laurent Garnier, comme Titouan Lamazou, étaient pour la plupart à l'époque à l'aube de leur célébrité. Joe Star était déjà un peu plus connu, mais quand même, c'était encore le rappeur sulfureux de NTM, etc. Jeunes, on est une bande de cons et on veut s'amuser, quoi, tu vois. Donc des fois, c'est pas toujours compris, quoi. Je me demande encore comment j'ai pu vous recevoir dans cette si petite superficie. Je suis content d'avoir ça. On nous a proposé de faire une scène où on écrivait des lyrics comme ça pour délirer, et puis on s'est dit, putain, tu sais, c'était nouveau, quoi. Tu sais aussi, et puis bon, l'amour du risque, tu vois, ça aussi, ça nous le fait, quoi. On monte sur une scène, on verra bien, on se fera siffler, on se fera acheter des bananes, tout ce que tu veux, mais maintenant, jouer en plein air, jouer au Zénith, jouer sa mère, on s'en fout, quoi. Il a un vrai coup de cœur vis-à-vis de ce qu'il voit, et il est vachement touché. C'est ça qui est drôle, cette espèce de jaguar rugissant.
il se voit là avec presque 20 ans de moins et il est vachement touché par le personnage de l'époque parce qu'il dit c'était moi mais c'est toujours moi. Non mais c'était l'âge d'or quoi. C'est-à-dire que j'avais beau vivre dans la crasse, tout était là et là quoi. Enfin, je veux dire, Pour eux il y a quelque chose de presque fascinant de se revoir 20 ans plus tôt et de voir les propos ou les discours qu'ils tenaient et de se dire finalement ils n'ont pas beaucoup changé ou ils se sont pas beaucoup trahis eux-mêmes, quoi. On débarque à Manchester, qui était baptisée à l'époque Manchester, une ville un peu folle. Il y a la moitié de la ville qui est au match de foot le samedi soir et l'autre moitié qui est sous ecstasy dans des rêves parties, en fait. C'est très curieux, c'est vrai. C'était vraiment une époque assez incroyable. Et on découvre Laurent Garnier, qui a 24 ans, qui sort de l'école hôtelière, qui se destinait en fait aux fourneaux. Et à l'époque, à Manchester, c'était l'Hacienda, qui était la boîte mythique où la techno a démarré. Et Laurent Garnier a commencé là. Il a lâché ses fourneaux pour les platines et je pense qu'on a gagné au change. Hein. Pour faire danser les gens, moi je crois qu'il faut avoir ton style et il faut des choses qui leur... en France il faut les violer, donc il faut vraiment leur taper dessus, quoi. Ici il n'y a pas de problème. Ici ils sont barges de toute façon, donc il n'y a aucun problème. Si tu mets un disque et il délire, tu verras ce soir. C'est vrai que c'est un peu bizarre à mon âge, à 45 ans, d'être encore DJ. Maintenant, t'en as qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui le font merveilleusement bien et qui ont toujours beaucoup de choses à dire et qui sont toujours très cohérents. C'est ça qui est important. C'est rester cohérent par rapport à ton époque, par rapport à ce que tu fais et que tu ne deviennes pas un espèce de vieux con qui essaye de combattre un truc qui est mort depuis longtemps. La force de la série des 24 heures, c'est d'aller au contact de l'humain sans chercher à le manipuler de quelque manière que ce soit, mais en essayant d'aller chercher ce qu'il a de plus authentique, de plus vrai au fond de lui. Je trouve qu'il y avait un vrai savoir-faire dans l'approche de ces gens-là et il y avait une vraie empathie, une vraie compassion au sens propre du terme vis-à-vis des personnages. Et c'est ce qui donne autant d'émotion et d'authenticité à la série. C'est les sujets idéaux, ça, quand la surface des choses, comme ça, qui paraît un peu ludique et voire anecdotique, avec un vrai fond derrière, un vrai background culturel, politique, et économique et social, vraiment, là, c'est le bonheur, quoi. On peut parler de choses graves avec aussi de la légèreté, quoi. Ça, c'est moche. On s'est tous fait avoir une fois aujourd'hui. Coupe, il nous reste 3 minutes. C'est pas le mien, c'est le tien.